Bonjour à tous et bienvenue dans un café pour la route, le podcast où on prend un café avec ceux et celles qui font vibrer le transport, la route et les camions. Je m'appelle Reinhard et aujourd'hui j'ai la chance d'accueillir et de vous présenter un jeune homme qui a la compétition dans le sang. Il est pilote de course de camion, il est champion de France junior et quadruple champion de France, multiple vainqueur des 24 heures du Mans camion, chef d'entreprise, conducteur poids lourd, mais aussi ambassadeur Mercedes-Benz Trucks. C'est un passionné, un compétiteur, un entrepreneur. Je vous présente Théo Calvet. Théo, bienvenue. Merci de nous faire l'honneur d'être présent pour ce premier numéro de ce podcast. Merci à vous pour l'invitation. Tu baignes dans l'univers du camion depuis ton plus jeune âge. Toi, dans la famille Calvet, c'est un peu, c'est la passion camion. Hein. Ton papa, c'est une figure emblématique de l'univers du poids lourd en France. T'as été biberonné au camion. Au camion. Au camion, ouais. C'est quoi ton tout premier souvenir de camion? Mais oui, c'est vrai que dans la famille, on a le camion dans le sang depuis la génération de mon père, parce qu'avant, ça n'avait totalement rien à voir. Les parents de mon père n'étaient pas du tout dans ce milieu-là. Mhm. Mais voilà, c'est vrai que mon père est tombé dedans étant petit. Il a eu la passion dès le plus jeune âge. Il a su la transmettre à ses frères. Ouais. Et voilà, et aujourd'hui, on va dire que je prends un peu le relais aussi. Bon, c'est vrai que quand tu vois des camions depuis petit, ben forcément, la passion suit, on va dire. Ouais. Et c'est vrai que bon, j'ai beaucoup de souvenirs étant petit. Quand je partais avec mon père sur la route, il avait tendance à partir en Corse pour le boulot. Donc on prenait les camions et on roulait toute la journée. On dormait dans les camions. À l'époque, il avait des camions américains, des gros Kenworth et Peterbilt où il y avait des grosses couchettes derrière. Donc ça nous permettait de tous dormir, ma sœur et moi, et papa aussi. Donc voilà, ça c'est des bons souvenirs que j'en ai. Après, voilà, j'ai quelques souvenirs aussi où j'ai pris le volant d'un camion. C'était, je pense, lors de mes 11 ans, au Grand Prix de Manicourt, là où j'ai vraiment touché les pédales pour la première fois. Ben, c'est justement comme ça que je l'ai présenté à mon père. Je suis allé le voir en courant, je dis papa, je touche les pédales. Et il m'a dit ouais, alors je dis ça veut dire que je peux conduire. Et c'est là où j'ai pris le volant pour la première fois. Et pour la petite anecdote, après 1 heure de conduite sur un parking, il m'a fait faire un 180 parce que c'était à l'époque un camion de show qu'il avait. Et je me suis retrouvé à faire l'ouverture du Grand Prix camion de Manicourt 2011, à faire un 180 en dérapage avec un camion. J'ai appris à conduire, passer les vitesses et faire un frein à main, tout ça en l'espace de 2 heures. Et voilà, c'est vraiment mon premier vrai pas au volant d'un camion, on va dire. Et après, dans la course de camion, tu as suivi un peu les traces de ton papa parce que c'est aussi un ancien pilote. C'est ça. Et tu as eu la chance de le voir piloter quand tu étais jeune ou... Alors, pas du tout. Il faut savoir que papa a arrêté sa carrière en 2001, donc l'année où je suis né. Voilà, lui, il a roulé dans les années 90. C'était totalement une autre époque aussi. Et il est quand même resté dans le milieu de la course camion pendant longtemps. Il a été directeur de course au Dakar. Puis après, il est rentré à la FIA. Donc à organiser, étant promoteur du championnat d'Europe de camions de course. Donc c'est vrai que depuis petit, je baigne dans ce milieu-là. Mais c'est vrai qu'il m'a jamais il m'a jamais poussé à ça, premièrement. C'est moi, depuis tout petit, qui insiste pour rouler, pour conduire, que ce soit n'importe quoi, des voitures, des camions. J'ai toujours adoré ça. Et c'est vrai que après, ben voilà, il a une maison dans le Tarn, ben, sa résidence actuelle. Et c'est vrai qu'on a des forêts. Et depuis petit, j'aime faire du quad, j'aime faire tout ça. On avait des champs où je faisais du quad dans les champs. Donc voilà, j'ai toujours aimé tout ce qui avait des roues et un moteur. Et après, au fur et à mesure, j'ai eu la chance d'essayer des SSV où je roulais, pareil, dès l'âge de 10, 11 ans, dans des SSV à fond, bon, sécurisé. Attention, on avait des harnais, on avait des casques, on était bien équipés. Mais voilà. Et puis depuis, j'ai vraiment eu cette passion pour la compétition. Mais c'est vrai que papa n'a jamais poussé à ce que je fasse de la course. Euh, le meilleur exemple est que j'ai fait de la moto avant de faire du camion de course. Voilà, un jour je suis parti en colonie avec des amis à moi sur une colonie motocross. Et en rentrant, c'est vrai que j'ai dit papa, c'est bien la moto. Et lui il m'a dit non, c'est pas bien, c'est dangereux. Et j'ai dit non, mais c'est vraiment bien. Et du coup, c'est là où j'ai fait mes premiers pas en moto. Il m'a dit d'accord, je veux bien qu'on achète une moto, mais en contrepartie, il va falloir travailler. Et donc, c'est vrai que pendant les vacances et tout ça, j'allais l'aider au boulot. Il a voulu me former au
au boulot, au travail depuis assez jeune. Et après, ben voilà, ça a déroulé. J'ai fait des compétitions moto. Et puis après, par hasard, je me suis retrouvé au volant d'un camion de course lors de mes 15 ans, d'essai privé. Je remercie d'ailleurs Patrick Foléas, qui n'est plus là aujourd'hui, et Pascal Calas, qui m'ont permis de me lancer dans le sport poids lourd. Mais c'était un peu dans le dos de mon père. C'est aussi ça Ah, t'as fait ça en cachette. Voilà, c'était vraiment Patrick à l'époque était quelqu'un de visionnaire, et il a eu l'idée de se dire, pourquoi on ferait pas conduire un gamin de 15 ans, bon, l'âge légal est 16 ans, mais pourquoi on ferait pas piloter un gamin de 16 ans pour sa première course, ça pourrait faire un buzz médiatique et tout ça. Et donc voilà, il a pris le pari de faire ça avec moi, et ça a plutôt bien marché, et depuis j'ai jamais quitté le camion. D'accord. Et t'as eu des résultats tout de suite? Comment ça s'est passé? Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que en fait, l'anecdote est assez folle parce que c'était le lendemain du Grand Prix d'Albi 2017, et l'équipe organisait des essais privés, hein, forcément. Et parce que Patrick avait l'idée de faire. Patrick voyait toujours plus grand en fait. Il avait 2 camions engagés en championnat de France, mais il s'est dit on va doubler l'année prochaine, on va en mettre 4. Et donc il cherchait des pilotes, des gens pour piloter ces camions de course. Donc il y avait des pilotes de voitures qui étaient là, qui étaient intéressés par le milieu du sport camion. Et voilà, il s'avère qu'à la fin de cette journée-là, j'ai été le pilote qui s'est le mieux débrouillé, parce qu'il faut savoir que pilotage voiture et pilotage camion, c'est totalement différent. Sauf que moi, je partais d'une page vierge parce que j'avais jamais réellement piloté. Et voilà, à la fin de cette journée-là, ça s'est plutôt bien passé. Patrick a dit, bon, il faudrait lui faire parce que là, c'était une demi-journée, c'était histoire de prendre le camion en main, il faudrait lui faire une vraie journée de test. Et donc, Patrick et Pascal m'ont convié à une journée de test à Nogaro. Cette fois, j'avais 16 ans. Je suis né en début d'année, donc j'avais pu avoir 16 ans. Et voilà, j'ai fait une journée d'essai, il me semble, en mai 2010, mai 2017, pardon, c'était Grand Prix d'Albi 2016. Mai 2017, j'ai fait mes premiers tests, et ça s'est super bien passé. Je faisais déjà de très bons temps niveau championnat de France, et donc là, Patrick était sûr de lui, il a dit on va lui faire une course. Et il s'avère que pour Nogaro, donc juin 2017, j'ai fait ma première course. Et j'ai gagné dès ma première participation sur une grille inversée, la course 4 du week-end. Et voilà, c'est ça qui a aussi lancé la chose, parce que c'était censé être un one-shot, on va dire. J'étais censé faire qu'une course. Voilà, j'étais invité. Et Patrick a dit, waouh, c'est quand même fort, on va lui faire finir la saison. Et donc voilà, j'ai fait Le Mans pour la première fois de ma vie. Donc circuit mythique, c'était pour moi une toute autre dimension. J'avais commencé à Nogaro, qui est un très beau circuit en championnat de France, mais voilà, qui est dans le Gers, ça reste un circuit à taille moyenne, échelle moyenne, et là on passe directement au Mans. Donc c'est une autre échelle, donc. voilà, c'est un autre niveau. Et donc pour ma deuxième course, qui n'a pas été la même, hein, attention, j'ai eu des difficultés, mais ça a resté c'était une super expérience. Et après on a fini à Albi, qui pareil est un petit circuit, et où là j'ai refait un podium. Donc on va dire que j'ai concrétisé, et c'était pour Patrick et Pascal, ça leur a prouvé que voilà, il y avait de quoi faire. Et donc c'est vrai qu'ils ont signé l'année d'après pour que je roule, et depuis j'ai jamais quitté le baquet, quoi. Ah, c'est génial, vraiment un débu de carrière sur les chapeaux de roue. Ouais, c'est ça, mais je pense que c'est aussi ce qui m'a permis de jamais quitter le baquet. Et aujourd'hui, voilà, on a évolué, on est passé aussi à une autre dimension. Ah oui, avec un beau palmarès maintenant. C'est Il commence ça, à avoir quelques étoiles sur le polo. C'est ça. Là, j'ai décroché déjà 5 titres de champion de France. Donc, comme tu l'as annoncé, un titre en junior et 4 au général. Et j'ai aussi fait un petit peu d'Europe, et ça s'est plutôt bien passé aussi. Mais voilà, on est revenu en France pour des raisons internes. C'est que mon team s'est retiré du championnat d'Europe. Mais aujourd'hui, on évolue sur un championnat de France qui est très disputé. Et encore cette année, c'était chaud, quoi. Donc voilà, je suis fier et je suis content de faire partie de ce championnat-là et d'évoluer sur un championnat français. C'est vrai que la course de camion, c'est quand même c'est une compétition qui est qui est peu connue du grand public encore, mais il y a de plus en plus de spectateurs. On voit chaque année, il y a des records d'influence sur les circuits. Par exemple, Le Mans cette année, c'était plus de 80 000 spectateurs. Ça commence à faire beaucoup. Et pour ceux qui connaissent pas la course de camion, est-ce que tu peux présenter, expliquer ce que c'est, le championnat, dire comment ça se passe un week-end de course? Ouais, aujourd'hui, un Grand Prix camion, donc on appelle ça des Grands Prix, comme on a Grand Prix de F1, Grand Prix de MotoGP. Nous, c'est le Grand Prix camion. Alors,
L'avantage, c'est que c'est un monde qui est ouvert. Quelqu'un qui n'y connaît rien au camion peut se régaler lors d'un week-end de course camion. C'est ça aussi qui est important à savoir. Il faut savoir déjà qu'on a des paddocks ouverts, c'est-à-dire que le public peut accéder au paddock, peut partir à la rencontre de pilotes, des mécaniciens, voir les mécaniciens travailler sur les camions. On peut signer des autographes pour le public. Il y a plein d'activités autour aussi avec des constructeurs comme au Mans qui sont présents avec leur stand, comme Village Emploi, des activités sur place, fêtes foraines, tout ça. Voilà, c'est un milieu qui est très ouvert et très festif. Après, on a aussi la partie course. Donc là, c'est le côté plus compétition où lors d'un week-end de course, on a un format plutôt standard avec des essais. Donc on attaque le samedi. Il faut savoir que le week-end est divisé en 2 jours, mais les 2 jours sont les mêmes. Donc pour une personne qui ne peut pas venir le samedi et le dimanche, il aura exactement le même spectacle que le samedi s'il n'est pas là. C'est ça qui est bien. Donc on démarre avec des essais, donc des essais libres pour le samedi. Ensuite, on a une séance qualif. Donc c'est là où on a des qualifications pour connaître notre position sur la grille de départ de la course 1. Donc si tu fais le meilleur temps, tu seras positionné en première position. Si tu fais le deuxième temps, tu seras deuxième. Donc voilà, on a une course 1 et après on a une course 2. Et c'est ça qui est intéressant parce que en fonction du résultat de ta première course, tu pars en grille inversée sur la deuxième. Donc admettons que tu finis premier à la course 1, tu repars 8e à la course 2. D'accord. C'est ça qui est bien. Et on a la même chose le dimanche. Donc pareil, on a des essais le matin, des qualifs, course 3 et course 4. Donc on a 4 courses dans un week-end, on a 2 séances de qualifs, 4 courses, donc ça fait des week-ends assez remplis pour nous en tant que pilote et pour les équipes aussi. Le système de grille inversée, ça permet vraiment d'ajouter un petit grain, enfin de compétitivité là c'est ça. Moi, c'est mes courses préférées parce que c'est vrai, on a tendance à jouer la tête avec mon équipe, donc on se place en général dans le top 3. Et on se bat avec les mêmes personnes en permanence. Enfin, oui et non, parce qu'aujourd'hui, il y a quand même un tel niveau que les 3 premiers ont tendance à beaucoup changer. Mais voilà, quand on part de la 8e position, admettons je gagne une course, je pars 8e, là il y a encore plus de challenge. Il faut que tu remontes toutes ces places pour aller essayer d'aller décrocher un podium. Et c'est ça qui fait la beauté des courses, c'est qu'il y a beaucoup de batailles en piste. Il y a quelques contacts forcément. Quand tu as un camion de 2,50 m de large, tout le monde ne passe pas au premier virage. Quand tu as 3 de front, c'est sûr que c'est... Ça, c'est animé. Voilà, ça peut pas toujours passer. Donc c'est un sport qui est intéressant à regarder. Il y a quelques petits contacts, il y a beaucoup de batailles en piste. Il faut savoir qu'on est bridé à 160 km/h, donc on peut pas dépasser en ligne droite. Donc tout se fait en virage, freinage, virage. Donc c'est ça qui rend la chose intéressante. D'accord. Et par rapport à un camion de série, ils sont quand même assez modifiés. C'est quoi les principales caractéristiques de ton camion de course? Alors les principales caractéristiques, c'est un camion qui développe 1200 chevaux, c'est pas mal, pour 5 tonnes 4 de poids réglementaire. C'est-à-dire que tu peux monter au-dessus si tu veux, mais tu peux pas descendre en dessous de 5 tonnes 4. Bon, si tu veux monter au-dessus, c'est ton problème. Tu auras un camion plus lourd, donc forcément plus lent. Donc c'est vrai qu'on joue beaucoup sur les limites du poids. Ensuite, on est bridé à 160 km/h pour des raisons de sécurité, ce qui est déjà énorme pour un camion. On monte en moins de 4 secondes. On fait de 60 à 160 parce qu'on part pas en départ arrêté. C'est l'équivalent du 0 à 100. Mais on a tellement de puissance que en fait ça casserait les ponts, on tordrait tout et au bout de 3 départs, tu aurais le camion bien abîmé. Donc voilà pour les chiffres clés. Après on embarque 200 litres d'eau parce qu'on a des freins refroidis avec de l'eau parce qu'il faut savoir qu'on a des disques de série. Disques plaquettes standard de série de camions qu'on voit sur la route, de Mercedes, de n'importe quel camion. Et bon, forcément, pour chercher la performance, on les change tous les jours, mais il faut savoir que l'équivalence, en fait, c'est un camion à 44 tonnes que tu freines à 90, c'est l'équivalent d'un camion qui va à 160 km/h qui fait 5 tonnes. Bon, nous, par performance, on les change tous les jours, mais c'est des freins que tu peux garder sur un Grand Prix, 2 Grands Prix entiers, un week-end de course complet, tu peux garder les mêmes freins. Il y a des teams amateurs, parce qu'il faut savoir que le championnat de France n'est pas fait que de teams professionnels, il y a des teams amateurs, c'est ça qui est bien aussi. Il y a 30 camions sur la grille, donc voilà, il y a de quoi faire. Et t'as certains teams qui gardent leurs freins pendant tout le week-end, quoi. Donc voilà, c'est ça qui est bien.
Et voilà, pour les chiffres clés, je pense avoir tout dit. Ouais. Tu disais que les freins ils étaient refroidis par eau, mais c'est automatique, c'est toi qui gères, Ouais, ça c'est nous qui gérons. c'est vous qui gérez, hein. Après, ça dépend des camions, chacun Ouais, fait comme il veut. d'accord. Mais c'est vrai que moi, comme je te disais, on cherche vraiment la Ouais. performance. Donc, c'est vrai que moi, j'ai des capteurs en permanence de mes freins, de mes températures moteurs, mes pressions, tout. C'est pas une usine à gaz, mais presque. Et donc, c'est vrai qu'on doit se concentrer sur toutes ces choses pendant D'accord. la course. Donc voilà, moi, j'ai des capteurs Mhm. de température de frein en direct. Donc, il faut savoir que quand tu commences à être au-dessus de 700 degrés, c'est que ça sent vraiment mauvais. Mhm. Et la température idéale, j'ai envie de dire que c'est entre 250 et 350 degrés D'accord. pour avoir le meilleur grip au frein possible. Et voilà, donc moi, j'ai des capteurs qui me permettent de jauger mon eau Mhm. en fonction de la température des freins. Ça rajoute un petit côté stratégique C'est à ça. la course. Aujourd'hui, voilà, si tu gères mal ta course, Mhm. si tu gères mal ton refroidissement de frein pendant la course, tu peux avoir de gros problèmes en fin de course. Parce qu'après, ben, c'est crescendo, quoi. Ça monte, ça monte, ça monte, et à la fin, ben, t'appuies, il n'y a plus rien, quoi. Mhm. Donc ça en devient même dangereux et tu es contraint à abandonner la course parce que tu as mal géré tes freins. Donc voilà, ça, c'est vrai que c'est une gestion à voir pendant la course. C'est des courses de 12 tours, c'est rapide, mais ça peut chauffer très vite. D'accord. J'ai vu que la course de camion, c'est aussi une vitrine technologique pour les nouvelles technologies qu'on retrouve aussi sur les camions de série, comme par exemple les biocarburants. Et enfin, toi notamment, avec ton écurie, vous êtes engagé là-dedans. Voilà, nous, on a, avec un partenaire, hein, ben, Bolloré qui est juste là, Bolloré Énergie. Depuis cette année, on a vraiment poussé la démarche plus loin. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, sur un championnat de France camion, il est obligatoire de rouler avec un biocarburant. D'accord. Biodiesel, donc tu fais ce que tu veux, tu mets du B100, tu mets de XL, tu mets ce que tu veux, de l'HVO, tu mets ce que tu veux. Et nous, avec Bolloré, on a décidé d'aller encore plus loin, c'est-à-dire que nous, on décarbonise toute la chaîne logistique. D'accord. Donc, de la moindre voiture qui se déplace sur un Grand Prix jusqu'à la dernière des semis. Aujourd'hui, moi, je déplace 3 semi-remorques pour mon écurie. Et ben, les 3 semi-remorques roulent au bio, en plus du camion de course. Le Vito qui amène les gens sur les circuits roule au biocarburant. Donc voilà, nous, on a vraiment décidé d'aller plus loin. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que le camion a pu avoir une mauvaise image dans le passé, mais aujourd'hui, c'est des choses qui sont totalement fausses. Aujourd'hui, un camion, tout le monde se bat pour avoir les meilleures consommations, et je pense qu'on n'a rien à envier à d'autres catégories. Et aujourd'hui, on a la chance de rouler au diesel, donc on a la chance de pouvoir rouler au bio. Voilà, je pense que c'est quelque chose d'assez positif. On donne une belle image. C'est vrai que dans le passé, les camions fumaient noir, les camions de course. Aujourd'hui, tu vois plus un pet de fumée. C'est vraiment une démarche de l'organisateur qui veut montrer et prouver qu'on sait avoir aussi une belle image. Et voilà, nous, on a décidé d'aller plus loin en faisant toute l'équipe, tous les véhicules au bio. Et ça montre un bel exemple pour les transporteurs qui souhaitent décarboner leur chaîne logistique. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de transporteurs qui décarbonisent, qui ont des flottes au biocarburant, que ce soit au B100 ou au HVO, XTL. Il y a de plus en plus de transporteurs qui s'y mettent parce que voilà, des clients aussi demandent ça. Je sais que les centres commerciaux, tout ça, toutes ces grandes enseignes veulent aussi montrer qu'on peut rouler vert en ayant des camions. Et donc, ouais, c'est vrai que ça pousse les transporteurs à aller vers cette démarche-là. Et à franchir le pas. C'est ça. Nous, on a la chance de t'avoir comme ambassadeur Mercedes-Benz Trucks depuis là, c'est 2 ans maintenant. Quand tu as été approché en fait par un constructeur, enfin par Mercedes, c'était quoi ta première réaction Déjà, quand tu as Mercedes-Benz Trucks qui te demande de devenir une sorte d'ambassadeur pour eux, déjà c'est un honneur. C'est le plus gros groupe automobile au monde, Daimler. Voilà, tu peux que dire waouh. Et honnêtement, ça a été mes premières réactions et ça l'est toujours. Je suis très très honoré et fier de représenter les couleurs de Mercedes. Et voilà, c'est vrai qu'aujourd'hui, on fait pas mal de choses ensemble. Reynard, on a tendance à se voir souvent. Maintenant, on fait voilà beaucoup d'événements. Aussi, Mercedes me fournit deux tracteurs, 2 Actros dernière génération pour tirer les semis du team pour le championnat de France. D'ailleurs, qui roule au bio, comme on le disait. Mais ouais,
c'est vrai que pour moi, c'est une fierté de rouler pour Mercedes et puis de pouvoir être au contact aussi des pros parce que mine de rien, on fait pas mal d'événements ensemble. On rencontre des clients Mercedes, donc ça permet de discuter, d'échanger autour du milieu, du transport, du milieu de la course aussi. Donc moi, je peux partager mon expérience et eux partagent la leur. Donc voilà, je pense que c'est un ensemble de choses qui fait que on va vers l'avant et pour moi c'est très positif aussi et je suis très fier. Pour nous aussi, hein. Ouais. C'est le but. Ouais, c'est le but. Et surtout, c'est que ça permet aussi de créer beaucoup de passion, hein, autour de la course. Et cette année, c'est une belle concrétisation, hein. Là, t'es champion champion de France pour la 4e fois, en plus de ton titre de champion de France junior. Ça commence à faire beaucoup de souvenirs, hein, depuis le début de ta carrière. Est-ce qu'il y a des moments, des courses qui t'ont plus marqué que d'autres? Alors oui, déjà, je pense que celle qui m'a le plus marqué, forcément, c'est celle que j'ai expliquée. C'est ma première victoire à Nogaro pour ma première participation. J'avais 16 ans, j'étais tout jeune, aucune expérience dans le milieu de la course automobile. J'ai fait quelques courses en motocross, mais comme je disais, c'était des petites courses, c'était des courses régionales. C'était pas un très gros niveau. Moi, ça me permettait d'être avec mes amis. À l'époque, je voyais pas la compétition de la même façon. Puis c'est vrai que quand je suis rentré dans la compétition poids lourd, je suis rentré dans une autre dimension. C'est sérieux, quoi. Et donc, c'est vrai que cette première victoire aussi jeune, avec si peu d'expérience, ça a été un, un déclic pour moi de me dire, ah ouais, là, on joue quand même dans la cour des grands. Donc, je pense que mon meilleur souvenir depuis le début de ma carrière, ça reste celui-là, même s'il y en a eu des très beaux. Je pense notamment à ma première victoire en championnat d'Europe, au circuit de Jarama, en 2020 ou 2021, je sais plus exactement quelle année. Mais voilà, tout ça, ça fait partie des belles choses. La course de nuit au Mans, première course de nuit de l'histoire, c'est moi qui la remporte en partant 7e, je crois, 7 ou 8e, donc en grille inversée. Voilà, c'est des choses qui marquent. Et aujourd'hui, je suis très content d'être passé par ces étapes-là. Je pense que ça m'a fait grandir. Mais ouais, si je dois garder un souvenir, ce serait ma première course à l'âge de 16 ans. T'as encore de la place à la maison pour les trophées, hein. À Nougaro. Ouais, ouais. La place, il faut la trouver. J'ai préparé une petite archive sonore que j'ai retrouvée en fouillant un peu sur internet. Je vais te la faire écouter, tu vas me dire ce que ça t'évoque. Ça a tapé là-bas. Théo is inside. Théo is in the crash. Big crash. Ça a tapé fort. Attention. Alors là, rapport, comment tu vas toi? Je l'ai pris, hein. Je l'ai pris de plein fer. Ouais. C'était un moment fort d'il y a. Je m'en souviens très bien. d'il y a 2 ans, hein. Ouais, 2023. Ouais, c'était un des plus gros, si ce n'est pas le plus gros crash de ma carrière. On partait en grille inversée, justement. En plus, j'avais très mal commencé la journée. C'était au circuit de Nogaro, donc en 2023. Il faisait très chaud. Et première course du week-end, j'ai un concurrent qui me rentre dedans, qui me fait abandonner la course. Donc déjà, j'étais plutôt dégoûté. Je perdais de gros points au championnat. C'était pas l'idéal. Et donc, je repartais dernier à la course 2. Et voilà, j'entame une remontée au départ de folie, une des plus belles remontées aussi de ma vie. Et voilà, de la 23e position, je passe 9e en un demi-tour. C'est exceptionnel. Donc j'ai grillé pas mal de monde au départ, puis après je me suis faufilé. Quand on voit la vidéo, on dirait un jeu vidéo. Mais non, c'est bien réel. Et je reviens sur mon concurrent principal, Thomas Robineau, et il s'avère qu'à ce moment-là, j'étais en train de doubler, c'était au bout de la ligne droite, j'étais en train de doubler un concurrent pour revenir derrière la personne sur qui il fallait que je rattrape des points en fait. Donc moi j'étais dedans quoi, je me suis dit bon, c'est bon, un demi-tour c'est fait, maintenant il faut y aller. C'est le moment où jamais. Il faut y aller, c'est le moment où il faut attaquer, il est là, il faut aller le chercher. Et en fait, j'étais tellement dans mon truc que j'avais pas vu, mais devant, ça se chiffonnait. Donc les premiers se chiffonnaient entre eux. Et moi, je revenais tellement de loin. Et bon, ils étaient quand même loin de moi, hein, parce qu'au départ, le temps de doubler tout le monde et tout ça, ils avaient commencé à faire le trou. Et en fait, devant, il y a un concurrent au bout de la ligne droite à Nogaro qui s'est fait serrer contre le mur, on va dire. Et moi, manque de vision, dû au camion qui était devant moi,
je vois pas ce qui se passe réellement. Je vois le camion qui est devant moi parce que je suis dans son arrière, quoi. Ouais. Et en fait, je vois que le camion devant moi, d'un coup, se met à tourner à droite. Mhm. Et là, je te vois un camion qui arrive pleine face en face de moi. Et en fait, il s'avère que c'était Lionel Montagne, donc un concurrent du championnat de France, qui s'est fait mettre dans le mur et qui a commencé à... Donc le mur est là, il a commencé à pivoter comme ça. Et donc Thomas devant moi lui a attrapé l'arrière du camion Ouais. et l'a fait pivoter d'un coup comme ça. Et sauf que moi, je l'arrivais, j'étais en pleine réaccélération, je devais être à 110 km/h C'est énorme. et je l'ai tapé de pleine face. Et donc voilà, ça a été le plus gros accident de ma vie. Mhm. Je suis passé d'un choc. Je pense que lui était à l'arrêt, donc parce qu'il était en train de pivoter, donc choc négatif, donc il venait dans l'autre sens encore. D'accord. Et moi, je devais être à 90 km/h, 100 km/h sur une pleine C'est comme si tu te réaccélération. tapais enfin, lui était à l'arrêt quasiment. Et, C'est ça. Et le problème, c'est que tout s'est passé si vite ouais. que j'ai même pas eu le temps de réagir, en fait. Enfin, si, j'ai réagi, mais c'était trop tard. Comment veux-tu freiner 5 tonnes sur 10 mètres? Donc, moi, on voit dans la vidéo que j'attrape les freins, Ouais. mais c'est trop tard. Et donc là, je le tape de plein fer. Et Lionel, d'ailleurs, j'ai eu la chance ce jour-là d'avoir un camion à capot, ce qui Ouais. m'a, je pense, sauvé la vie. Si j'avais un camion à un standard, à face plate, Des plats. ouais, un nez plat, je pense je sais même pas si on serait en train de se parler aujourd'hui, parce que la violence du choc était telle que j'ai pris en plus l'angle de la cabine. Donc, c'est-à-dire que l'angle serait rentré dans ma cabine, Ouais. même si on a des arceaux, même si on a tout ça, ça reste quand même des véhicules de course, ça peut être dangereux. Après, on le sait, hein, on fait la course, on sait que ça peut être dangereux. Mais voilà, donc c'est vrai que cet audio a été un peu un moment de panique. Pour moi, ça a été mon plus gros accident. C'était pas mon premier, mais ça a été mon plus gros avec un tel choc. Ouais. Donc sur le moment, j'ai pas su réagir. Et quand tu es dans la cabine, enfin, j'ai su réagir, mais à ma façon. Quand tu es dans la cabine, tu vois ça, tu prends un pet comme ça, tu te dis, waouh. Et en fait, j'ai ouvert les yeux et j'ai surtout vu le mec en face de moi, dans l'autre camion, qui lui était amoché. C'est-à-dire que lui, je voyais la douleur dans ses yeux. Donc la première chose qui m'est venue à l'esprit, c'est de dire, punaise, tu sais pas si tu l'as tué, tu sais pas si tu lui as fait mal, c'est d'aller voir ce qui se passe réellement. Donc c'est vrai que là, on entend sur la vidéo que l'équipe est affolée, notamment mon père, on connaît la voix de mon père, et j'avais mon père à la radio à ce moment-là. Et là, je dis, wow, big crash, ça a tapé fort. Ouais. Et en fait, après ça, une fois que tous les camions sont passés, qu'il y a drapeau rouge, tu peux sortir du camion. Et là, il y a eu un drapeau rouge instantanément. Donc, je me suis évacué et je suis surtout allé voir comment allait le pilote que je venais de percuter. Et en fait, j'ai prévenu personne. Donc, d'où le moment de panique. Et c'est vrai que Lionel, à ce moment-là, n'allait pas très très bien. Donc, je me suis accroché à sa porte. Je lui ai dit voilà, que les pompiers allaient arriver et tout ça. Et c'est vrai que les pompiers ont réussi à l'évacuer. Mais c'est vrai que c'était pas le meilleur souvenir que. Et en plus, que tu je disais que garde. c'était la course deuxième course, du coup le samedi. Hein. Et oui, c'était quoi? C'était le week-end fini ou vous avez ça a Non, continué? c'est vrai, non, on repartait le lendemain. Et alors là, je pense que c'est la plus belle chose à retenir de ce week-end-là. C'est-à-dire que moi, je suis revenu au stand avec un camion détruit. Complètement, la traverse du châssis était enfoncée, tordue. C'est des pièces normalement que tu changes pas sur un Grand Prix. C'est des pièces, il faut dépouiller le camion, il faut le mettre à nu et refaire. Comment vous avez fait alors? Et c'est là où j'ai une équipe exceptionnelle, c'est-à-dire que j'ai eu l'accident aux alentours des 17 heures. Le camion est revenu avec la dépanneuse. Il a été posé dans le team. Et donc là, j'ai un mec super, un mec génial, un ancien des courses de camion, ça fait 30 ans qu'il est là. Charlie, un membre de mon équipe, qui s'est posé devant le camion, qui s'est assis comme ça, et qui a regardé. Et là, tout le monde a dit, laissez-le faire. En fait, il analysait ce qu'il fallait réparer sur le camion. Et bien, de 17h à 6h du matin, mes mécanos ont bossé comme des fous. Ils ont réussi à remettre le camion en route. Le lendemain matin, à 8h, je fais mes premiers essais. Quelques petits problèmes. On règle tout. Qualif, je fais la pole. Course 1, je gagne. Course 2, je pars 8e, je gagne. Et donc ça, je pense que c'était la plus belle chose à retenir du week-end. Et puis surtout, le meilleur cadeau que je pouvais faire à mon équipe. Ils ont bossé comme des fous toute la nuit pour remettre le camion en état. Et gagner les deux courses à la fin de ce week-end-là, quand tu as 2 abandons avec un accident grave et repartir et regagner, je pense que c'est la meilleure chose à retenir et c'est aussi là où on voit que l'esprit d'équipe est important.
Et aujourd'hui, avec mon équipe, c'est vrai que voilà, on a une très très bonne cohésion, on marche très très bien ensemble. Et ça reste quand même un très bon moment malgré cet accident. Là, c'est une histoire de fou parce que tu vois ça que Complètement dans les folle. films normalement. Complètement folle. Et il s'avère que là où on a réussi à faire la différence par rapport aux autres équipes, c'est que mon concurrent principal, qui lui a aussi eu un accident, donc qui a percuté d'abord Lionel avant que je le percute, lui n'a pas réussi à réparer. D'accord. Et le lendemain, il n'a pas pu faire les 2 courses. Et c'est là où aussi, où pour nous, c'était déjà une première victoire parce que nous, on a réussi à repartir pendant que lui n'a pas réussi. Et évidemment, je ne le souhaite pas, hein, mais c'est là où on voit que ben, quand on veut, on peut. Et ce jour-là, on voulait gagner et on a gagné. Et ça, je pense que c'était très très fort pour nous. Des moments très forts et ça crée vraiment vraiment un lien dans l'équipe. C'est un peu comme ta deuxième famille. Ouais, aujourd'hui, mon équipe, ça fait maintenant 5 ans, on va attaquer la 6e année. La plupart des gars, c'est les mêmes. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a une très très bonne cohésion. Je m'entends très bien avec tout le monde. Il faut savoir que c'est un peu particulier pour moi quand même, parce que je roule dans une équipe étrangère. Donc, je parle anglais avec mes mécaniciens, mes ingénieurs. Mais c'est pas ça qui nous empêche d'être aujourd'hui. Je les considère même comme mes amis. Mon ingé, on a fait plein de choses ensemble. On est même parti sur le Dakar ensemble. On a fait pas mal d'aventures. Donc voilà, aujourd'hui, c'est quelque chose qui rapproche. Et non, mes mécanos, je considère comme ma famille, quoi. Là, on a parlé de ta vie de sportif, de pilote. Pilote, c'est 5-6 week-ends par an. Le reste de l'année, tu es aussi Dans mon canapé. tu es chez toi dans ton canapé. Non, tu conduis aussi des camions le reste de l'année. Ouais, c'est ça. Aujourd'hui, mon père m'a toujours dit que les courses, c'était bien. Ça pouvait te faire gagner ta vie, mais il fallait toujours avoir un plan B. C'est vrai que étant dans le monde du camion depuis petit et étant passionné de ça, le monde automobile en général, j'ai créé ma propre société de transport. Bon, attention, hein, je suis tout seul, je suis artisan transporteur. D'accord. Donc voilà, j'ai passé mes diplômes, je suis allé à l'école, j'ai passé ma capacité de transport et c'est vrai que j'ai monté ma boîte de transport. Alors au début, c'était en plus des courses, j'étais dans une grosse écurie, donc toujours la même, mais on faisait beaucoup de grands prix. Je cumulais le championnat de France et le championnat d'Europe, donc ça me faisait 11 à 12 week-ends dans l'année, déplacements, plus d'autres courses, parce qu'ils me faisaient faire d'autres courses, plus je me rendais aussi de temps en temps sur le Dakar avec eux pour apprendre. Voilà, ça faisait beaucoup de jours absents de la maison, donc c'était vraiment au début pour, quand j'étais là, dépanner. J'avais des petits contrats, mais c'était faible. Voilà, aujourd'hui, tout ça, c'est un peu calmé. J'ai toujours la course, mais aujourd'hui, on est sur un championnat qui fait 5 courses. Bon, 6 l'année prochaine avec l'apparition de Dijon, mais c'est 5 week-ends dans l'année. Aujourd'hui, je me déplace pas non plus comme avant. Donc oui, j'ai fait grandir ma société. J'ai commencé à prendre de vrais contrats. Et oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai monté ma petite société de transport et je roule tous les jours. Hein. Encore hier, j'étais au volant de mon camion, quoi. C'est pas trop compliqué d'allier les deux. Hein. C'est le plus compliqué, je pense, c'est surtout l'organisation avant course. D'accord. C'est-à-dire que quand il faut préparer, quand on se déplace sur un Grand Prix, moi j'ai le boulot et que je ne peux pas arrêter. Et j'ai la préparation. Honnêtement, c'est ça le plus dur. Maintenant, aujourd'hui, ça fait maintenant quelques années, j'ai pris l'habitude. Tu as l'habitude, tu as ta routine. Voilà. Et aujourd'hui, ça se passe très bien. Puis aujourd'hui, je travaille pour une société sur Toulouse. Je suis sous-traitant pour une société qui sont très compréhensifs. Et aujourd'hui, je suis sous-traitant. Ils ont besoin de moi. Et quand je leur dis que je suis pas là pour une course, ils me soutiennent à 100% et ils sont totalement d'accord. Et donc je sais bien que j'ai pu trouver une alchimie avec eux pour que tout se passe bien et allier la course et le transport. D'accord. Du coup, quand t'es pas dans ton camion de course, c'est quoi un peu ta journée type? Comment ça se passe? Moi ça fait pas. Enfin, c'est une journée plutôt classique hein, d'un chauffeur routier. Hein. C'est-à-dire que le matin je me lève, je prends mon café, je prends mon déjeuner et je pars sur la route. Il faut savoir que je fais du régional, donc
même je tourne principalement autour de Toulouse. C'est un contrat vraiment local pour moi. Je fais des ramasses de bennes, donc bennes à déchets, et j'évacue dans un centre de tri sur Toulouse. Donc voilà, c'est un contrat. On commence assez tôt, on commence 4, 5, 6 heures du matin. Et puis, je finis ma journée aux alentours de 14, 15 heures quand tout se passe bien. Et puis après, j'ai aussi quelques clients à moi en perso. Et donc, je peux faire enfin en perso sur la société, mais je peux faire mes clients après. C'est-à-dire que j'ai ma journée de boulot en tant que sous-traitant pour cette société-là. Et à côté, j'ai mes clients. Donc, à la fin, ça peut faire des belles journées. Ça peut faire du 4-5 heures jusqu'à 19-20 heures. Mais bon, aujourd'hui, si tu veux un minimum réussir, je pense que le boulot, travailler, c'est important. Et donc oui, c'est vrai que parfois c'est un peu compliqué quand tu fais des grosses journées comme ça avant un week-end de course. Mais franchement, j'arrive à tout gérer. Les deux, sans problème. Aujourd'hui, j'ai pris l'habitude. Si on parle camion, c'est quoi le camion idéal pour toi? C'est quoi ce qui est important dans un camion? Je dois dire quoi? Je rigole. Mais non, aujourd'hui, pour moi, un camion idéal, en fait, ça dépend juste de ton activité. Aujourd'hui, tu prends un mec qui fait du frigo, qui fait du Toulouse-Paris. Je prends Toulouse parce que c'est là où j'habite, donc c'est mon exemple. Mais bon, voilà, il lui faut un camion qui gère sa conso, qui gère tout ça. Maintenant, aujourd'hui, dire qu'il y a un camion en particulier, je sais pas. Même si moi, pour rouler en Mercedes, je trouve qu'aujourd'hui c'est le top du top en termes de dernière technologie. Pour quelqu'un qui aime bien la technologie, c'est vrai qu'un Mercedes est très bien. Maintenant voilà, en termes de configuration, tout dépend de ton activité. Si je prends mon exemple à moi, aujourd'hui je roule en polybène, donc je roule en 6.2. Mais un 6.4 peut être très bien aussi également. C'est vrai qu'en centre-ville, un 6.2 est plus adapté pour mieux braquer, et puis j'ai pas forcément besoin de deux essieux moteurs, donc aujourd'hui je roule en 6.2. Maintenant, si tu me proposes un camion aujourd'hui, si vraiment mon prochain achat, camion de rêve, ça serait un Mercedes, un 6.2 polybène avec l'option HAD à l'avant, si je m'embourbe ou quoi, ça c'est sur l'essieu avant, c'est le top du top. Mais bon, aujourd'hui chaque camion est dédié à son activité. C'est ce qui est le plus important. Voilà, pour moi, c'est ça. Depuis quelques années, il y a la décarbonisation qui prend de plus en plus d'importance dans le milieu du camion. Et surtout, maintenant, depuis 2 ans, 3 ans, on commence à voir des premiers camions électriques sur les routes. Toi, t'en penses quoi de cette électrification du monde du camion? Aujourd'hui, c'est vrai qu'on a fait un gros pas sur le step énergétique dans le monde du poids lourd, même dans le monde automobile et tout ça. Aujourd'hui, pour avoir essayé un camion électrique, franchement, c'est bien. Il faut casser les codes de dire l'électrique, c'est pas bien. Oui, je peux pas dire, moi je suis un pro diesel, je fais des courses en moteur thermique et tout ça, j'adore le moteur thermique. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, un moteur électrique, c'est génial. Pour avoir essayé le i600, même le i300, c'est des camions, c'est d'un confort, c'est impressionnant. Aujourd'hui, ça tire, ça a une puissance de folie, c'est-à-dire que tu montes des côtes, mais tu mets des volets à tout le monde, même en étant chargé. Donc tout ça, c'est l'avantage de l'électrique. Maintenant, voilà, l'électrique, pareil, c'est bien, mais en fonction de son domaine. Aujourd'hui, si tu fais de la longue, tu pars loin. Un camion électrique. C'est pas pour toutes les activités, c'est chaque activité, chaque métier a ses propres besoins. Ça sera pas adapté. Maintenant, tu fais du régional, tu fais des lignes où tu prends toujours la même route, tu sais que tu as une borne de recharge au milieu si jamais, tu sais que tu as ça. Oui, c'est adapté, je suis désolé. Aujourd'hui, oui, c'est une solution pour décarboniser, pour rendre le milieu du transport plus vert, mais franchement aujourd'hui c'est l'avantage de l'électrique. Moi en tout cas, je suis pas un anti-électrique. J'ai très très bien aimé mes expériences que j'ai pu avoir avec ces camions-là, et aujourd'hui voilà, c'est une très bonne solution en fonction de ton domaine d'activité. C'est un bon complément à l'offre thermique qui existe actuellement sur le marché. C'est ça. Et ça apporte aussi un certain plaisir. C'est comme je disais, le confort, honnêtement, pour avoir essayé avec les équipes de Mercedes, comme je disais, vous m'invitez quand même sur pas mal d'événements, et quand tu es avec les moniteurs experts, que tu essayes, que déjà ils t'expliquent, parce que forcément au début tu connais pas tout,
tu découvres un nouveau camion, de nouvelles technologies, les batteries, tout ça c'est nouveau. Donc quand tu as les moniteurs qui t'expliquent, tu te dis ah ouais, en fait c'est intéressant quoi. Il y a de quoi faire. Ouais. Et pour les mecs qui sont un peu joueurs, pour les mecs qui aiment rouler, pas forcément co-régulateur et tout ça, ben t'as le système de one pedal qui est très bien, et puis t'as les mecs qui aiment rouler au régulateur. Tu mets le régulateur de chez Mercedes, il est génial. Tout se fait tout seul. Donc voilà, aujourd'hui chaque personne trouve son bonheur, je pense, dans les nouvelles options. Et ouais, non, franchement, c'est des super camions. Une question, enfin sur le côté passion, sur le côté passion du camion, parce que toi t'as grandi dans l'univers du camion. Qu'est-ce qui te plaît tant que ça dans l'univers du camion? Aujourd'hui, l'univers du camion, c'est un univers très convivial. Moi, je le vois dans les courses. Comme je disais, on a des paddocks ouverts. On est au contact direct avec les gens. Et aujourd'hui, on voit qu'il y a une très très bonne ambiance. Même quand je m'arrête sur la route, c'est vrai que je roule pas beaucoup hors de Toulouse. Mais même sur Toulouse et tout ça, voilà, c'est tout le monde est gentil avec tout le monde. C'est un très très beau milieu. Beaucoup de passionnés. Les gens ils te reconnaissent sur les heures de repos? Ça m'arrive, oui. Ça m'arrive que des gens viennent faire des photos. Bon, en général, c'est des gens qui suivent le milieu du poids lourd, forcément. Mais oui, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois que des chauffeurs s'arrêtent et on discute. On discute tout simplement, on partage nos passions. Comme je disais, je partage mon expérience, ils me partagent la leur, et aujourd'hui je pense que c'est ça qui fait aussi la beauté de ce milieu-là. Et ouais, c'est un super milieu, moi je me régale en tout cas. Tu dois vraiment faire ta carrière dans ce milieu-là. Ouais. Et Bon, après, je dis pas non. Moi, je suis ouvert à tout aujourd'hui. On a un monde qui évolue, donc forcément aujourd'hui, si d'autres opportunités se proposent à moi, pourquoi pas? Je sais pas, on verra. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, je suis dans le milieu, je suis dans le transport. Et ça me plaît, malgré que ce soit un milieu pas facile, parce qu'économiquement et tout ça, c'est quand même pas la joie en ce moment, avec les augmentations de la vie au quotidien. Voilà, il y a quand même une grosse augmentation en général, donc pour nous transporteurs, c'est pas facile. Maintenant, aujourd'hui, si t'es un peu malin, tu peux t'en sortir. Donc voilà. Et tu te vois où dans une dizaine d'années professionnellement déjà? Bonne question. Bah, moi, forcément, je suis un fou de course, donc déjà, j'espère être toujours dans le milieu de la course en général. Camion, ou peut-être évoluer vers une autre discipline si un jour voilà, je commence à m'ennuyer ou j'ai envie tout simplement de voir de nouvelles choses. Donc forcément, moi, le milieu du sport automobile est un milieu qui me passionne depuis toujours. Et maintenant, le transport, pareil. Le transport, ça évolue tous les jours. Peut-être que je vais débloquer de nouveaux contrats, peut-être que je vais vouloir m'orienter vers une activité totalement différente. Aujourd'hui, il y a plein de choses et moi, je suis ouvert à tout, même si j'ai toujours cette passion-là du camion, quoi. Normal. Dans un café pour la route, on a une petite tradition. C'est la tradition de l'objet symbolique. On demande à chaque invité de venir avec un objet en lien avec le monde, avec le milieu du camion, et qui représente quelque chose d'important pour lui. Aujourd'hui, tu es venu avec l'objet. Tu m'as dit que tu pouvais pas l'emmener avec toi, mais que tu as apporté une photo. C'est ça. Alors, j'ai la photo. Aujourd'hui, moi, j'ai avec mes mécaniciens. Alors, tu vas trouver ça complètement bizarre, peut-être, mais c'est pas du tout un objet qui a un rapport avec la course. D'accord. Aujourd'hui, même dans mon milieu du quotidien, c'est plus quelque chose qui est parti d'une blague, mais qui est devenu une sorte de porte-bonheur, où voilà, c'est un petit objet fétiche qui est là depuis, et qu'ils l'ont mis, tout se passe plutôt bien. Donc bon, je suis pas trop superstitieux, mais voilà, elle est là. C'est pour ça que je l'ai pas amenée aujourd'hui, parce que je veux pas la décrocher de cet endroit-là. D'accord. Mais bon, c'est assez spécial, mais c'est, comme vous pouvez voir, une sucette. C'est vrai qu'on s'y attend pas du tout de retrouver ça. Et là, c'est accroché où? C'est accroché dans ton camion. Dans mon camion de course, à mon arceau. Donc, c'est une sucette d'enfant. Ouais. Alors, l'anecdote, il y a rien de bizarre, mais l'anecdote, c'est qu'on était au Nürburgring. C'était mes premières années avec Bugira, donc mon équipe actuelle. Ouais. Et c'est vrai que, voilà, je suis rentré chez eux, j'étais assez jeune, j'avais 19 ans, 20 ans. Et en fait, sur un paddock, on avait un moment de trou. C'est vrai qu'au Nürburgring, entre les courses, il y avait des gros trous. On avait souvent des courses le matin et en fin de journée, donc on avait de quoi s'occuper. Donc se balader sur les paddocks quand on avait fini tout le service du camion de course. Et un jour, des mécaniciens à moi sont revenus avec ça.
Et ils m'ont fait la blague, ils m'ont dit, tiens, on l'a trouvé, c'est pour toi, le bébé du team, blablabla, blablabla. Et donc moi, j'ai pris ça à la rigolade, j'ai dit, ah les gars, vous êtes bêtes ou quoi? Enfin, des trucs, voilà, on en a fait une blague. Et puis, ils m'ont rien dit. Je me retrouve sur la grille de départ, donc de la fameuse deuxième course. Et là, je te vois ce truc, Il avait accroché dans le camion, à mon ça peut le arceau. dire. Il m'avait accroché la sucette, donc ça, on voit qu'elle est accrochée avec un riselant. Ouais. Ils m'ont accroché la sucette à l'arceau. Et en fait, j'ai pas capté de suite. J'ai mis du temps avant de voir qu'ils me l'avaient mise. Et eux, ils attendaient, ils étaient contents de leur blague, ils attendaient jusqu'au moment où j'ai vu ça. Je dis, oh non, oh, ils sont pas cool. Tu vois, au début, je dis, oh, ils sont pas cool. Et puis après, on en a rigolé pendant une course, 2 courses, 3 courses. Et j'ai dit, vous savez quoi, les gars, elle va rester là, la C'est sucette. là, il a jamais bougé depuis. La sucette, c'est simple, le riselant date de, je pense, il doit dater de 2020 ou 2021, Ouais. et il n'a jamais bougé. C'est-à-dire que la sucette m'accompagne à toutes les courses, et donc c'est un peu le côté rigolo de cet objet fétiche. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je tenais à te présenter cet objet-là, parce que c'est un truc qui n'est pas commun. C'est vraiment inattendu. Ça part du bébé du team, comme il disait à l'époque, et on voit que j'ai évolué depuis. Et c'est devenu ton porte-bonheur. C'est devenu un peu mon porte-bonheur. On va dire que depuis qu'il est là, tout s'est plutôt bien passé. J'ai décroché plusieurs titres depuis. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je voulais pas la décrocher. Je voulais t'amener cette photo-là et te montrer cette fameuse sucette. Du coup, t'es superstitieux. Moi, je suis pas trop superstitieux. J'ai quelques petits rituels, mais c'est des trucs à moi, perso, que je fais depuis toujours, inconsciemment. Ça, c'est petits rituels avant la course. C'est des trucs. Mon chiffre, moi, je porte le numéro 20. Le numéro 20, à la base, il y a deux anecdotes. Mais à la base, c'est un très bon numéro parce que c'était le numéro de mon père aussi sur ses dernières, enfin, pas sur ses années de course camion, mais plus tard, il a refait des courses par-ci par-là et il utilisait le numéro 20. C'est une façon de lui rendre hommage. Non, même pas. C'était un total hasard. Il faut savoir que je n'étais pas prévu à faire des courses de camion. Et en fait, le pilote qui roulait l'année d'avant, donc pour l'équipe du Lyon Truck Racing à l'époque de Patrick Folléas et Pascal Calas, portait le numéro 20. Et en fait, il leur restait des stocks de vêtements effigie du numéro 20. Alors nous, pour l'anecdote, on faisait passer le message, on disait c'est la génération 2.0, Calvé. Calvé père, Calvé fils. Donc au début, on le vendait comme ça, jusqu'au moment où j'arrivais pas à tenir cette histoire vraie. Et donc j'ai commencé à raconter la vraie histoire. En fait, ils m'ont dit, Théo, t'es là, tu fais qu'une course, il nous reste plein de vêtements numéro 20, on n'arrive pas à les vendre, on peut plus les vendre parce qu'on n'a plus numéro 20. Est-ce que tu veux le numéro 20? Et donc moi, j'ai dit, écoutez, numéro de mon père sur ses récentes courses. Moi, c'est un numéro que je trouve qui est sympa. J'ai dit, écoutez, allez, on y va. Et puis après, on a trouvé ce truc de génération 2.0 qui faisait lien aussi. Donc, on a construit une petite histoire autour de ce numéro. Et voilà, aujourd'hui, je pense que les gens m'identifient avec le numéro 20. Quand on dit Théo Calvé, on pense directement au numéro 20. Et c'est ce qu'on a voulu faire aujourd'hui. Et ça a plutôt bien marché. Donc, voilà, la base du numéro 20. Donc, je disais ça. Mais mon numéro fétiche depuis que je suis petit, c'est le numéro 3, pas le numéro 20. Et donc, c'est vrai que j'ai tendance à faire beaucoup de choses 3 fois d'affilée avant une course. C'est-à-dire, quand je me prépare, j'ai tendance à... C'est des trucs un peu bizarres, mais je sais pas, ça se fait naturellement. Quand je bois de l'eau, je bois 3 gorgées. D'accord. 3 gorgées par 3 gorgées, c'est spécial. Mais c'est mes petits rituels d'avant-course. C'est le chiffre qui te suit partout. Voilà, c'est dès que je fais un truc, il faut que ce soit fait 3 fois. Jamais on connaît la phrase jamais 203. Moi, pour le coup, c'est réel. Dès que j'essaie de me concentrer ou quoi, des fois, je sais qu'avant la course, je me mets dans ma bulle, 10 minutes avant, j'essaie de pas trop parler, pas trop faire, pas être trop distrait par tout ce qui est autour de moi. Et voilà, des fois, je me mets en position et avant le départ, quand on est sur le tour de formation, je me tape dans les mains 3 fois. Et ça, peut-être qu'on le voit à ma caméra. Je ferai attention les prochaines fois. C'est quelque chose que je fais quasiment à toutes les courses. D'accord. Donc voilà, c'est ce numéro 3 aussi qui est avec moi. Et donc, oui, je porte le numéro 20, qui est un de mes numéros préférés, mais le numéro 1 dans mon cœur, c'est vraiment ce numéro 3. Et c'est ces petites mimiques que j'ai avant chaque course, quoi. Si je te parle de road trip idéal, par exemple, là, je te donne les clés d'un bel Actros ou d'un bel Iactros, et si tu pouvais faire un long trajet dans n'importe quelle destination, n'importe quel pays, où tu veux, quelle serait la destination de ton choix?
C'est vrai que moi j'ai toujours eu la culture européenne, poids lourd. Donc j'ai fait beaucoup de pays, hein, parce que on a des circuits un peu partout quand je faisais championnat d'Europe. Et c'est vrai que moi j'amène les semis sur les grands prix. Ça aussi c'est un petit détail. Donc j'ai tendance quand même à rouler. Donc j'ai amené des semis en République tchèque, en Allemagne, sur les grands prix, en Italie, tout ça. Maintenant c'est vrai que j'aimerais bien découvrir. Je sais que mon père le faisait beaucoup avant, mais notamment par exemple les États-Unis, le Canada, tout ça. Je pense que c'est quelque chose qui me plairait. Enfin, j'en suis sûr même, qui me plairait de découvrir tout cet univers camion là-bas. Il faut voir qu'ils ont des camions totalement différents de nous, et que même des fois quand ils voient des camions européens, ils sont surpris. Donc je me vois bien arriver avec mon Mercedes, justement comme tu l'as dit, ou mon e-Actros ou quoi, arriver là-bas, choquer tout le monde et dire ah ouais, c'est quoi ce camion, les États-Unis avec un camion ici, eux ils voient la chose totalement différente. Parce qu'ils ont des camions à museau qui font je ne sais combien de mètres de long. Là-bas, tout est démesuré. Et c'est vrai que faire le tour des États-Unis avec un camion d'ici ou même un camion de là-bas pour essayer aussi, ça serait intéressant. Et je pense que surtout les gens t'arrêteraient, te poseraient beaucoup de questions et ça permettrait d'échanger sur les différentes cultures. Je pense que c'est quelque chose qui pourrait être bien. Après, il y a d'autres pays, le marché chinois aussi qui est aujourd'hui en pleine expansion. Ça pourrait être intéressant aussi de découvrir comment ça se passe là-bas. Aujourd'hui, je suis ouvert à tout et c'est des choses qui me plairaient en tout cas. Mais c'est vrai que les États-Unis, ça fait partie de mes top objectifs que j'ai dans ma vie à aller voir comment ça se passe là-bas aussi, quoi. Peut-être un jour, on croise les doigts. J'espère, c'est l'objectif. Et quand t'es pas dans un camion, ni au travail ni à la compétition, comment tu t'occupes? C'est quoi tes loisirs? Aujourd'hui, c'est vrai que le boulot me prend quand même beaucoup de temps, que ce soit les compétitions, l'organisation qu'il y a tout autour de l'équipe, parce qu'aujourd'hui c'est vraiment nous qui avons repris le flambeau de l'équipe du côté camion de course côté France, de la partie camion de course côté France. Et donc ça prend beaucoup de temps, tout ça, l'organisation et même le boulot dans la vie de tous les jours. Après c'est vrai que j'aime bien faire un peu de sport avec mes amis. Encore hier soir, tu vois, on est parti faire un paddle avant de venir. Ça permet de faire du sport, ça permet de faire tout ça. Et on va dire que passer du temps avec mes amis, ça me permet aussi de me déconnecter de la vie du boulot, même si c'est quand même compliqué parce que c'est 24/24, mais ça me permet pendant quelques week-ends de faire un peu le vide et de décompresser. Je pars pas beaucoup en vacances, pareil vis-à-vis du boulot. Donc c'est vrai que de temps en temps en été se faire une petite semaine de vacances ou quoi, c'est plutôt pas mal. Mais après des activités avec mes potes, quoi. Toi, t'aimais bien la moto? C'était motocross? T'as toujours l'occasion d'en faire ou Et malheureusement, c'est un sport que j'adore. Encore aujourd'hui, je suis beaucoup le motocross, que ce soit les championnats du monde, les championnats aux États-Unis, Supercross, tout ça. J'adore le milieu de la moto. C'est pareil, un milieu qui me passionne. Même le MotoGP, je suis beaucoup. Mais non, aujourd'hui, c'est vrai que là, ça va faire 2 ans. Je pense que je suis pas monté sur une motocross. J'ai vraiment décidé de calmer. Parce que ça reste un sport très dangereux. T'as pas de carrosserie ou quoi, comme un camion ou une voiture qui te protège. C'est-à-dire que si tu tombes, t'es le premier à ressentir les dégâts, quoi. Y a pas de protection. Alors oui, t'as un casque, t'as des genouillères, t'as des bottes, t'as un plastron, t'as tout ça. Mais aujourd'hui, c'est toi l'élément principal qui prend quand il y a quelque chose. Donc aujourd'hui, vis-à-vis aussi de mes contrats, j'ai décidé de calmer la motocross, même si j'avoue que ça me manque beaucoup. Et puis même, plus tu grandis, plus il y a le boulot aussi, et plus c'est compliqué de trouver le temps, parce qu'il faut déjà c'est les week-ends, il faut se déplacer. T'as pas forcément un circuit à côté de chez toi. Il faut se déplacer, faire la route, rouler, tu prends ton plaisir, c'est bien. Mais des fois, tu fais 2 heures de route pour rouler, tu as des sessions, tu as tout ça, tu roules pas quand tu veux. Donc il y a quand même quelques contraintes. Et aujourd'hui, ça reste quand même un sport dangereux. Et aujourd'hui, j'ai pas envie de maximiser les risques. Ça sert à rien de prendre des risques inutiles. Aujourd'hui, si je me blesse en moto, ça peut avoir de grosses conséquences sur ma vie professionnelle. Notamment au milieu avec le transport, si je me casse une jambe, comment je conduis, par exemple. Voilà, donc moi je plante mes contrats, je plante tout ça. Donc oui, la moto, c'est vrai que c'est toujours un milieu qui me passionne. Maintenant,
Voilà, ça fait un petit moment que je suis pas remonté sur une moto cross. En tout cas, je fais toujours un peu de moto de route, ou même j'ai des petites motos électriques. J'ai une petite moto électrique et de temps en temps, je m'amuse avec, mais c'est tout, quoi. C'est dommage. Ouais, c'est dommage, mais ça reviendra peut-être. Oui, Ouais. quand ce sera calmé. J'ai une question qui qu'on pose à nos invités hein, dans un café pour la route. C'est si tu pouvais prendre un café pour la route avec n'importe qui, ça peut être quelqu'un de vivant, quelqu'un ou quelqu'un de mort, ou une personnalité, ou quelqu'un que tu as connu, hein, avec qui tu souhaiterais prendre ce café, partager ce moment. C'est une bonne question. J'ai pas forcément d'idole. Depuis petit, j'évolue dans le sport automobile à travers des championnats, j'ai envie de dire, pas à travers des pilotes en particulier ou quoi. C'est vraiment le milieu qui me plaît. Donc aujourd'hui, je t'aurais bien dit un pilote, mais ou quelqu'un d'une grosse personnalité de ces milieux-là. Mais j'ai pas de réelle idole. Aujourd'hui, tu me dis de partager un café avec un passionné de camion, un mec qui parle la même langue que moi, qui aime tout ce que j'aime. Bah voilà, ça me ferait plaisir de boire un café avec lui. Ben, c'est déjà un peu ce qui se passe. Hein. Des fois, quand on va sur des grands prix, on déplace les semis, on s'arrête sur une aire d'autoroute, t'as des mecs qui te reconnaissent, tu bois un café avec eux, tu passes un bon moment. Tu partages, tu racontes, ils sont curieux de savoir, ils te demandent parfois même de monter dans ton camion parce qu'ils voient des nouveaux Mercedes, des camions de dernière génération. Ils se disent waouh, avec la nouvelle cabine, la Pro Cabine, comment c'est dedans? Mais tu leur montres, tu fais tout ça. Aujourd'hui, je pense que ouais, un mec passionné qui a les mêmes passions que moi, que nous, que l'équipe en tout cas, ça me fait plaisir de boire un café avec lui et de partager quoi, tout simplement. Donc si vous croisez Théo hein, sur une aire de repos, n'hésitez pas. N'hésitez pas, on discutera, il y a aucun souci. Il vous montrera. Je suis ouvert à la discussion et c'est pas parce qu'on fait des courses qu'on est un minimum connu ou quoi qu'on n'est pas accessible, ça c'est pas vrai, donc n'hésitez pas. Hein. Et là on approche de la fin de ce premier podcast. Là pour le mot de la fin, qu'est-ce que tu dirais à un jeune qui hésite à se lancer, par exemple dans la course de camion ou même dans le milieu professionnel, de lancer sa boîte de transport. Parce que toi tu l'as fait à un âge assez jeune. Quel conseil tu donnerais? Bon, déjà, j'ai pas la prétention de dire, de donner des conseils ou de dire quoi que ce soit à quelqu'un. Je pense que c'est un peu prétentieux de dire ça. Maintenant, c'est vrai que depuis petit, j'ai eu des parents qui ont toujours travaillé. Depuis petit, on m'a appris la valeur du travail, comme je disais notamment pour la moto. Mon père il m'a dit, il y a pas de souci, tu veux une moto, il y a pas de souci, mais ça a un prix en quelque sorte. Et ben tous les mercredis après-midi, quand j'avais pas école ou les vacances, ben j'allais pas forcément voir les copains, je restais pas forcément dans mon lit jusqu'à pas d'heure. Non, j'allais travailler. Il avait une société de bois de chauffage avant et j'allais couper du bois à 12, 13 ans pour aider l'entreprise familiale et voilà. Donc aujourd'hui, je pense que le travail c'est la valeur principale pour réussir dans la vie, même si les temps sont compliqués en ce moment. Mais voilà, maintenant de dire quoi faire. Je sais pas, à part travailler, j'ai pas réellement de réponse, quoi. Il faut être motivé, aimer surtout ce qu'on fait. Si tu vas au boulot sans aimer ce que tu fais, ça sert à rien. Si tu te lèves le matin en étant négatif, te dire je retourne au boulot aujourd'hui, c'est pas forcément c'est que c'est pas forcément que tu fais pas forcément ce que t'aimes, quoi. Moi, le matin, je me lève, je suis content d'aller dans mon camion et de rouler, quoi. Donc voilà, c'est les seules choses que je pourrais dire. Maintenant, de dire quoi faire exactement, Ah, mais ça fait déjà une belle conclusion et c'est comme des éléments importants hein, pour s'épanouir dans la vie. Ouais. Travailler dans la vie, c'est important. Aujourd'hui, on a tendance à oublier que le travail, c'est la clé, quoi, de la réussite. Et donc voilà, moi, je bosse depuis que je suis jeune et aujourd'hui, ça m'a aussi permis à vraiment décoller dans ma carrière professionnelle. Ça t'a ouvert des portes. Dans le transport et même pour des sociétés. J'ai commencé tout jeune pour mes premiers stages de troisième, ensuite mes stages en entreprise en alternance. J'étais chez les Transports Jimenez. Bon, certes, qui sont des amis depuis longtemps, mais aujourd'hui, je pense à Valérie Jimenez, qui me dit que voilà, j'ai
j'ai toujours été impliqué dans sa société dès que je travaillais chez eux. Et voilà, c'est toujours quelque chose qu'elle a apprécié et qui dit, enfin, elle m'a dit ça parce qu'on a eu la discussion il y a pas longtemps, c'est pour ça que je donne cet exemple. Mais voilà, qu'aujourd'hui, si j'en suis là aussi, c'est peut-être dû à cette implication que j'avais au boulot et que j'ai toujours été travailleur, tout simplement. Et donc, je pense que c'est important aujourd'hui. T'en tires les Ouais, résultats j'en tire que maintenant. des bonnes choses et aujourd'hui, je suis très content de ce que je fais. Je suis très content et moi, j'ai quand même un peu la chance aussi de réussir dans ce que je fais. Donc, ça marche très bien au niveau des courses, ça marche bien au niveau du boulot. Donc là, aujourd'hui, je peux que être content et dire merci à mes parents hein, de m'avoir appris tout ça. Et voilà. On te souhaite que ça continue hein, encore pendant de longues années. J'espère. Hein. C'est l'objectif. Ouais. Voilà, on arrive au terme de ce premier épisode d'Un café pour la route. Si vous avez aimé cet échange, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner pour ne pas rater les prochains numéros. On se retrouve très bientôt pour un nouveau café avec une personne inspirante. Théo, je te remercie pour le temps que tu nous as accordé. Merci pour ces histoires, ces anecdotes. C'était superbe d'apprendre à te connaître plus. Et je vous dis merci et à très vite.